يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répondre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Ousturk et tu écoutes l'épisode 5 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Raoula du compte Enfant Atypique TDAHPI. Elle est conseillère d'éducation spécialisée dans les neuroatypiques, épouse et maman de 2 enfants de 5 ans et demi et 2 ans et demi. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. L'objectif des interviews Elle Ose est de nous permettre de découvrir le parcours de vie de mamans engagées qui ne cessent de bousculer leur quotidien pour oser éduquer selon leurs valeurs profondes. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et te poussera bien sûr à passer à l'action. Alors, mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi. Raoula, bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Salam alayki, barakallahu fiki, merci beaucoup. Et merci pour cette belle introduction. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Raoula. Et la première question qu'on pose à nos invités pendant ce podcast spécial Ramadan, c'est quelles sont les origines de ton prénom et qu'est-ce que cela signifie? Alors, moi je m'appelle Khawla. Mon prénom est d'origine arabe. Déjà, c'est cool quand tu découvres ça. Et ça veut dire gazelle. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Pas grand-chose. Mais il faut savoir que j'ai toujours, alhamdoulilah, adoré mon prénom. Parce qu'il était original et que c'était unique, comme moi. Non, je rigole, mais en vrai, j'aimais bien, je me sentais différente. Et le fait d'avoir un prénom différent, qui n'était pas totalement, enfin, que je retrouvais pas forcément autour de moi, ben, ça me décrivait bien. Et ce ne sont pas mes parents qui m'ont nommée Raoula, c'est mon oncle, le frère de mon père. Et en fait, ils s'étaient mis d'accord tous les deux, chacun d'eux avait nommé du coup la première fille de son frère. Et du coup, ma cousine s'appelle Ishraq, que j'aime bien son prénom aussi, mais du coup, j'ai trouvé ça sympa entre deux frères de faire ça. Donc, totale confiance entre tous les deux. Et ils ont accepté voilà, le choix de l'autre. Et franchement, j'aime bien, donc c'est cool. Machallah. Alhamdulillah. Machallah. Je te demandais en privé avant qu'on commence le podcast que tu as un petit accent. Oui. D'où vient ce petit accent?
Alors, moi, je suis marocaine. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. Et je suis venue ici en France pour, à la base, pour faire des études et revenir. Genre, faire, mon master, mon doctorat et revenir, au Maroc. Et finalement, je me suis mariée, je suis restée ici, voilà. C'était pas du tout prévu, mais voilà, alhamdoulilah. Les plans d'Allah sont toujours meilleurs, comme on dit. On a Voilà, nos plans alhamdoulilah. et Allah, on a d'autres. Du coup, Raoula, est-ce que tu peux te présenter plus en détail qui tu es et comment on peut plus en profondeur rentrer sur ton histoire? Dis-nous. Alors, moi, comme je disais, j'ai grandi au Maroc. J'étais la fille, comment dire, première de la classe, hyper sage, qui se suradapte à tout le monde, qui veut plaire à tout le monde, qui veut être, voilà, la fille modèle. Et voilà, c'est le fait d'avoir de bonnes notes et d'être dans certaines cases. Il y avait un chemin qui était tracé, on va dire. T'avais pas trop, même toi, en fait, étais conditionné parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, tu as cette idée, tu grandis avec cette idée que si tu veux avoir une belle vie, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir voilà, un bon statut, etc., tu es soit ingénieur, soit médecin. Donc en fait, on te pose la question, quand tu as de bonnes notes, alors tu veux faire ingénieur ou médecin? Il y avait pas d'autre choix. Et donc on était un peu limité. Et je me rappelle très très bien que quand j'étais en terminale, j'avais dit à ma mère, mais c'est moi, je veux faire psychologie. J'adorais ça, je traînais tout le temps dans la bibliothèque, enfin j'étais petite et je traînais dans la bibliothèque des adultes. Parce qu'au Maroc, voilà, dans le centre culturel français, il y a la partie enfant, la partie adulte. Et donc je traînais tout le temps dans la partie adulte, je prenais les livres de psychologie, de neurosciences, j'adorais ça. Et je savais que c'était quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai dit à ma mère, je sais, elle m'a dit, ouais, ma mère, franchement, était d'accord, elle me suivait dans mes délires et tout, alhamdoulilah, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, on est allé se renseigner sur comment bah, devenir psychologue et tout. Et elle m'a dit, je me rappelle très bien, elle m'a dit, bah, en fait, il faut que tu t'inscrives à la fac de droit. Et dans ma tête, ça a fait, c'est pas possible en fait. Je suis parmi les trois premiers, je vais pas aller à la fac de droit. Mais tu vois, où vont les croyances genre hyper ancrées? Là aujourd'hui, je me dis, mais n'importe quoi en fait, pourquoi? Mais dans ma tête, c'était ça. Et dans la tête de beaucoup de gens. Et donc j'étais, ah non, fac de droit, laisse tomber. Bah, je vais aller faire école d'ingénieur, Hmm. tout naturellement. En plus, on avait même des professeurs au lycée, je me rappelle très bien, qui nous disaient, parce que j'étais dans une classe de sciences mathématiques B et tout, c'était, voilà, on va dire, les meilleurs du lycée. Et on avait un prof en particulier, bon, beaucoup d'autres, mais lui en particulier, il n'arrêtait pas de nous dire, bah, en fait, il faut vraiment que vous ayez une bonne note pour pouvoir faire les classes préparatoires et faire école d'ingé. Sinon, vos parents vont être obligés de vous inscrire dans une école prépa privée. Hmm. Donc en fait, c'était ça ou ça. En fait, c'était école prépa ou prépa. Donc en fait, tu grands. Mais moi, j'étais un petit peu. Je me disais non, mais je vais pas faire école prépa, nanani, je vais faire école d'ingénieur sans école prépa. En fait, tu te rebelles, mais pas trop, en fait. Mais pas fac de droit. Bref, alhamdoulilah, ça a été écrit comme ça et tout. Donc j'ai fait ce parcours. Ensuite, il y avait dans mon école d'ingénieur, les premiers avaient l'opportunité d'aller faire un master ou une double diplomation en France, un double diplôme, pardon, en France. Et voilà, j'avais postulé, j'ai été acceptée. Donc, je suis venue à la base pour faire mon doctorat ici, enfin mon master, enfin ma troisième année école d'ingé à l'école centrale de Lyon et après revenir. Petit à petit, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, j'ai fait un doctorat, nanani nanana, donc ça fait que j'ai passé des années ici et pendant mon doctorat, j'ai eu mon fils. Donc j'ai eu mon premier enfant qui n'était pas du tout prévu, mais alhamdoulilah, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et ça a complètement changé ma vie et à ce moment-là, j'avais plus les mêmes, Ambition? les mêmes ambitions. En fait, mes ambitions étaient aussi grandes, mais elles étaient différentes. Elles sont devenues différentes. Parce qu'à la base, voilà, je voulais faire de la recherche scientifique, je voulais intégrer les grosses boîtes, changer le monde, mais au niveau scientifique, etc., faire de la recherche scientifique et avoir une carrière, etc. Et finalement, tu te dis: «Ouais, non, en fait, si je veux suivre ce chemin-là, bah, ça va être, 7h-19h tous les jours. Je verrai pas mes enfants, je verrai» bon, voilà. Donc recherche d'équilibre. Donc j'aurais pu
terminer dans le monde de la recherche et garder cet équilibre, un certain équilibre, parce que il y a un chemin dans la recherche scientifique quand tu fais professeur, etc., qui était possible avec des horaires que toi tu peux gérer, entre guillemets. Sauf que, sauf que quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Attends. Par rapport à Et ta ça, c'est le recherche. TDAH, c'est pas grave, attends. Alors, oui, j'aurais pu faire ça, sauf que pour travailler dans l'éducation nationale, etc., faut enlever Le le voile. voile. Mhm. Alors, il y avait des discussions de comme quoi tu pouvais mettre le turban, nanani, nanana, mais moi, quand tu rentres dans ces détails, laisse tomber. Et pendant mon congé maternité de ma deuxième fille, donc là, quand tu as 2 enfants, c'est pas comme quand tu en as un. J'imagine que 3, 4 et 5, c'est encore autre chose, alhamdoulilah. Donc, pendant ce congé maternité, j'avais terminé mon doctorat. J'ai replongé en fait dans les livres, la psychologie, les neurosciences, les neuroatypies, etc. Et donc, j'ai découvert, avant la naissance de ma fille, les neuroatypies. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et ça a mis des mots sur des personnes en fait de mon entourage. Ça a d'abord commencé par la famille en fait. Quand je lisais, je pensais pas à moi forcément, mais je pensais à mon entourage, je regardais bah, mes proches et je me disais ah ouais, lui il est trop comme ça. Ah oui, lui il est trop comme ça. Elle est trop comme ça. Et entre-temps, j'ai eu des cousins qui ont été diagnostiqués TDAH et j'ai commencé à leur expliquer, à leur dire, elle me dit ah ouais, mais en fait, quand j'ai été diagnostiquée, mais personne ne m'a expliqué ça. J'expliquais à ma tante, j'expliquais en fait j'ai découvert quand le monde des neuroatypies, donc je me suis certifiée, j'ai fait une formation pour me certifier conseillère d'éducation. Et entre-temps, je découvrais la réalité des neuroatypies. Et dans ma famille d'abord, puis dans les personnes, quand j'ai commencé à créer le compte, quand j'ai créé le compte Instagram, etc., échanger avec les personnes et tout, et j'ai découvert que vraiment, vraiment, il y a beaucoup de personnes, ils ont le diagnostic, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et surtout, les parents ne savent pas quoi mettre en place à la maison. Donc en fait, il y a des choses pour l'école, pour entrer dans les cases, pour s'adapter, pour les aider en classe, etc. Ça, c'est déjà pas mal pour ceux qui appliquent. Mais à la maison, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il y avait un gros besoin et au début, j'ai commencé à accompagner de manière gratuite, bénévole, et je voyais l'impact que ça avait dans les familles, sur la posture des parents, sur la rahma qui s'installait entre les parents. Parce que quand tu vois ton enfant, que tu comprends pas pourquoi il a ce genre de comportement, et tu le compares avec des enfants neurotypiques, tu te dis, mais pourquoi lui, il y arrive pas, mais je fais pareil que l'autre maman, pourquoi j'ai pas les mêmes résultats, etc. C'est très frustrant. Et quand là, toi, tu viens et tu leur expliques, déjà, tu leur expliques, il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, tu leur donnes des outils adaptés. Et là, c'est bon, en fait. Elle se dit, ah ouais, alhamdoulilah, bah là, je renoue avec mon enfant, etc. Et du coup, de voir ça, de voir l'impact, en fait, de choses qui, moi, me paraissaient banales, enfin, banales, j'abuse, mais pour moi, c'était évident, parce que je me suis formée, je connais, j'ai fait d'autres formations dans d'autres universités, au Canada, aux États-Unis, etc. Et pour moi, c'était évident et banal. Mais je me suis rendu compte que pour des personnes qui ne connaissent pas, ça changeait des vies, genre littéralement. J'aime pas dire ça, j'aime pas trop dire ça, mais on me le dit. Franchement, ça a changé ma vie et tout. Je me dis, mais il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a mis dans ce chemin pour une raison. Et il faut que j'honore cette raison, enfin, il faut que j'honore cette mission et que je continue, quoi. Parce que j'avoue que pas mal de fois, il y a cette idée de oui, t'as un doctorat, Khaola, vas-y, tu peux travailler et tout, tu gagnerais vachement bien ta vie. Et je me dis, est-ce que c'est ça que tu veux? Genre vraiment, tu vas sacrifier beaucoup de choses. Et t'as toujours ce. Mais alhamdoulilah, je chemine plus. Enfin, je commence à y voir clair et à me dire, non, en fait, je suis à ma place. Et le fait d'avoir fait des études d'ingénierie, de doctorat et tout, c'est pas perdu parce que j'ai appris beaucoup de compétences, alhamdoulilah, ça m'aide au quotidien et surtout avec ma neuroatypie, j'ai acquéri une certaine discipline, une certaine logique, une certaine structure, et bah, ça je l'ai découvert, hein, c'est pas mais j'ai découvert que j'avais une facilité à simplifier des choses complexes et de les transmettre de manière simple
à des personnes qui peut-être en connaissent un peu ou pas beaucoup ou qui sont perdues, et cetera. Donc je me dis: «Voilà, si j'ai toute ma vie, en fait, mes 30 ans de vie, tout ce que j'ai acquis, je peux le transmettre comme ça, bah, alhamdoulilah, quoi». Et Et comment tu voilà, c'est vis comme ça qu'aujourd'hui je suis là, et je fais ce métier. Machallah, te récompense et te facilite parce que tu as dû faire des choix. Et comment toi, tu as découvert que tu l'étais toi? Parce que tu disais qu'en fait, au début, quand tu lisais les livres ou quand tu te formais, etc., tu juxtaposais tes connaissances vis-à-vis des gens que tu avais autour de toi, mais jamais de toi. Comment, à un Oui, moment donné, tu t'es posé un regard sur toi en disant, mais en fait, moi aussi, je le c'est suis. ça. En fait, au début, c'est parce que moi je suis comme ça, j'étais trop, j'avais le syndrome du sauveur. Mm. Peut-être que je l'ai encore, mais bon, je travaille dessus. En fait, j'étais tout le temps vers les autres. C'est les autres, c'est les autres. En fait, je dois aider lui, je dois aider elle, je dois aider elle. Et petit à petit, en fait, puisque sachant que quand on fait la formation sur le TDAH enfant, c'est différent du TDAH féminin et c'est différent du TDAH adulte féminin. Parce que, heu, moi, le TDA j'ai toujours eu des difficultés, liées au TDAH que je compensais beaucoup jusqu'à m'effacer moi, tu vois? Et je ne s comment dire? Par exemple, je te donne un exemple très simple. Pour le TDAH, tu as une mémoire, de travail parfois, enfin chez pas mal de personnes qui ont un TDAH, tu as une mémoire de travail qui est courte. Et donc tu poses quelque chose, tu sais pas où tu l'as posé et cetera, tu oublies et cetera. Et moi, j'ai développé des stratégies pour justement ne plus oublier. C'est-à-dire que mes clés, mon porte-carte, ils sont toujours au même endroit. Tu changes d'endroit, je sais plus, je les perds. Et donc le fait de, parce que quand tu vois dans les critères, ouais, tu oublies les trucs, je dis non en fait, mais moi je les oublie pas. Ben, je perds pas mes affaires. Enfin, tu perds tout le temps tes affaires. Je perds pas mes affaires. Mais après, quand tu te formes au TDAH adulte féminin, tu te dis ah ouais, ben en fait c'est ça. C'est que j'ai mis en place des stratégies qui font que je ne perds plus mes affaires. Mais la charge mentale que ça me prend, la place que ça me prend dans mon cerveau, elle est juste énorme. Et donc, le fait de toujours, enfin, ce sont des suradaptations que j'ai fait, des stratégies d'adaptation aussi, c'est-à-dire que je mets tout le temps les objets au même endroit. C'est une manière de m'aider, de m'adapter à mon TDAH. Et du coup, quand tu analyses un peu toutes les choses, tu te dis, ah ouais, bah en fait, moi aussi, il y a quelque chose. Donc, je suis allée voir un psychiatre parce que je n'encourage pas du tout l'autodiagnostic, parce que le TDAH, c'est un diagnostic différentiel, et quand tu vas voir un médecin, parce que les symptômes du TDAH peuvent se retrouver dans pas mal de choses, anxiété, dépression et d'autres choses. Donc, c'est obligé d'aller voir un médecin. Tu es obligé d'aller voir un médecin qui, lui, te fera le diagnostic, te fera le bilan et te dira si c'est oui ou non un TDAH. Je suis allée voir un psychiatre qui m'a fait les questionnaires, on a pas mal échangé, et cetera, autour de ça. Et c'est lui qui m'a dit, bon, à la fin, il m'a dit, Madame, comment il a dit? Ça m'avait fait, il m'a dit, attends, je me rappelle plus, il m'avait dit, bon, je suis désolée de vous dire que vous souffrez. Je lui ai dit, oui, mais. Et tout de suite, il m'a parlé de médicaments. Tout de suite, il m'a dit, est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, bon, je vais en discuter avec mon médecin parce que je suis suivie pour autre chose. Et je suis pas, je devrais pas prendre beaucoup de médicaments, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et je reviendrai vers vous et tout. Mais voilà, c'était comme ça que j'ai su que j'avais un TDAH. J'ai une question, en fait, quand tu vois la réaction du psychiatre, il te l'annonce de manière dépitée, tu vois. C'est ça. T'as En un fait, TDAH, il me l'a dit. alors que quand je regarde ton parcours, machallah, tu vois, bah, t'as réussi, quoi, en fait. T'as réussi à gérer par rapport à ton doctorat, par rapport à ton master, par rapport aussi aux enfants, par rapport au fait que tu es tombée enceinte, etc. Tu as réussi à mettre pas mal de choses. Euh, mais là, on a l'impression qu'il te disait, c'est fini pour toi, en fait. En fait, il me l'a dit d'une certaine manière, ça m'avait, même si je connaissais, hein, je me dis, franchement, s'il y avait quelqu'un qui connaissait pas, je sais pas comment Il aurait pris, ouais, il aurait il pris l'aurait comme pris. une maladie. Et puis, c'est vrai que, enfin, mine de rien, Hem, c'est pour ça que moi je n'aime pas banaliser le TDAH. Le TDAH, c'est vraiment une vraie souffrance. Alors c'est vrai qu'on réussit et c'est ça le piège dans lequel tombent, d'ailleurs beaucoup de professionnels
vis-à-vis des femmes et les femmes en général parce qu'on se suradapte beaucoup, on intériorise beaucoup et on cache nos souffrances, tu vois? Mm, Donc on fait beaucoup, beaucoup d'efforts et en fait, on veut pas montrer qu'on a déjà moi, je voulais pas montrer que j'avais des faiblesses. mm, Genre moi, j'ai écouté, je suivais plus, on me dit: «Tu écoutes?» «Oui, oui, j'ai bien suivi, oh, rien du tout» et en fait, tu as pas envie de montrer, donc tu caches énormément, mais au à quel prix? mm, Tu vois? mm, Et finalement, quand il m'avait dit ça, ça m'a quand même en fait, je me suis dit: «Ouais, si quelqu'un était à ma place», mais finalement, je me suis dit: «En fait, c'est vrai, j'en souffre». Enfin, j'en souffre vraiment et c'est d'ailleurs pour ça que je veux aider les personnes qui en souffrent. Parce que oui, on dit, il y a des personnes qui disent: «Ouais, TDAH, super pouvoir et tout», franchement non, c'est pas du tout un super pouvoir. Alors oui, tu peux avoir des qualités, des trucs, mais ça vient de toi, de ton éducation, de tes efforts, de ta personnalité et cetera, mais ça ne vient pas du TDAH. Tu vois ce mm, que je veux dire? Enfin, le TDAH, c'est un vrai trouble, c'est une vraie souffrance et ce sont de vraies difficultés au quotidien. mm, Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est vrai qu'on a une façon différente de réfléchir. Donc tu peux apporter beaucoup, énormément à ton entourage. Tu as des idées, créatives qui peuvent, voilà, parce que tu réfléchis différemment, donc tu vas apporter quelque chose de différent. Tu vas avoir des moments où tu vas être en hyper focus et cetera, mais ça aussi, tu oublies de boire, de manger et tout. Donc, c'est vrai que c'est une neurodiversité, c'est une différence qu'il faut nourrir et qu'il faut adapter. En fait, il faut adapter le quotidien à ton TDAH pour ne pas en souffrir. Donc, il y a moyen de bien vivre avec, mais quand il est là, tu galères forcément. Ouais. Tu as beau mettre des choses en place, c'est galère. Et le fait d'être trop pessimiste, non, parce qu'on peut vivre avec. On peut bien vivre avec si on aménage beaucoup de choses, si on en discute avec l'entourage, si on l'accepte et si on a l'aide adéquate. Il faut pas non plus, hem, négliger l'aide des professionnels, donc tout ce qui est, psychiatre, psychologue, thérapie, et même ergo si besoin, psychomote si besoin pour les enfants et cetera. Il faut pas négliger cette partie-là. Mais aussi et vraiment moi je le pense et j'y crois à fond, c'est que, la religion aide énormément. Subhanallah, tu sais, j'allais te poser la question et j'allais Ah te non, dire, mais est-ce en que je me pose sincèrement la question. Les gens qui sont enfin, chacun, voilà, ses croyances et tout, mais qui n'ont pas cette foi, je sais pas du tout comment ils font. Mmh. En fait, c'est ça que j'allais te poser comme question parce que tu vois, je le vois beaucoup en psychiatrie ou en psychologie, tu vois, on va facilement aller vers le médicament, le côté médicament. Je dis pas qu'il faut pas et tout, hein. Il y a des personnes qui nécessitent d'avoir les médicaments, mais je pense qu'on peut trouver aussi cette. Parce que tu vois, en psychologie comme en psychiatrie, on recommande beaucoup la méditation, on recommande beaucoup la respiration, etc. Mais quand tu vois le Coran, par exemple, ou la mémorisation du Coran, bah, tu travailles le souffle, tu travailles la marche, tu vois, tu travailles beaucoup de choses, et même la respiration, etc. Du coup, en fait, c'est vraiment, tu vois, quand là, il dit que c'est une guérison, il dit pas que c'est un remède, hein, le Coran, il dit que c'est une guérison, tu vois, il affirme que c'est une guérison, et je me dis que vraiment, est-ce que ça ne t'a pas aidé aussi, ce côté, le fait que tu aies la foi, que tu aies cette croyance dans ton Ah oui. TDAH? Alors ça aide énormément déjà dans l'acceptation, Mm. parce que tu sais que Allah nous a créés différents et que c'est lui qui t'a donné ça et quand il te l'a donné, c'est pour une raison. D'ailleurs, on va revenir au verset et ça va dans ce sens et et aussi, alors moi, je ne donne jamais d'avis sur la médication parce que je suis pas médecin, tout Mm. simplement. Et on me pose d'ailleurs, on me pose tout le temps la question: «Oui, tu penses quoi de la médication?» et cetera. En fait, je n'en pense rien du tout. Alors j'ai mon avis, mais c'est personnel, c'est pour moi, en Oui, fait. C'est vis-à-vis de moi et c'est vis-à-vis de moi, ce que je vis, mes autres médicaments, mon de ta voilà, santé, oui, oui, tu as ma bien raison. santé. T'as- Mais t'as- jamais je ne me permettrai de donner un avis médical, jamais de la vie. D'ailleurs, si quelqu'un te donne un avis médical, ne l'écoute pas, en fait. Il faut que tu ailles voir ton médecin. Mm. Parce que déjà ton médecin, il a toutes les données et tout, il a ton passé, il a ton et en plus, il analyse avec toi, il discute avec toi. Donc franchement, surtout sur les réseaux sociaux, ne prenez jamais, jamais d'avis sur les réseaux sociaux comme ça de personnes, conseillères d'éducation. Mais pourquoi tu me poses une question sur la médication? Il est où? J'ai c'est pas écrit médecin, tu vois? Mais les gens alors je comprends, ils sont perdus, ils veulent avoir des avis et cetera. Je comprends parfaitement. Mais c'est
tellement, tellement important, c'est la santé. Donc allez voir le médecin qui vous suit et si jamais vous êtes pas satisfait, changez de médecin. Mais ne demandez pas comme ça à des personnes, sur les réseaux, tu vois? C'est pas possible. Et sinon, effectivement, il y a tout ce qui est pleine conscience, tout ce qui est, respiration, tout ce qui est méditation et cetera. Voilà, on médite, méditer sur la nature, sur la création d'Allah et cetera, mais ça apaise tellement, et surtout sur la création d'Allah. Déjà quand tu et moi, le truc qui m'avait beaucoup, je crois le summum de la méditation où j'ai été, c'est quand j'étais enceinte et quand j'accouchais. Et en fait, tu sens tu te dis: «Mais subhanallah, déjà, Allah, il est capable de faire ça, mais il est capable de tout, en fait, il est capable de tout, c'est juste incroyable». Franchement, l'accouchement, c'est un truc de dingue, alhamdoulilah, tu te dis et donc pour tout et sachant que et quelque chose que je répète tout le temps à mes clientes et c'est pour ça que je te dis la religion, c'est important. Quand tu veux moi, je les accompagne, tu vois, pour le TDAH, mais pour le TDAH, en fait, je vais pas t'aider à comment dire? À régler tes traumas et cetera, ce n'est pas ma spécialité. Donc quand il y a des choses, tu vas aller voir le spécialiste de ç moi, je t'accompagne sur le TDAH, les symptômes du TDAH et cetera et bien sûr, tu continueras à avoir des épreuves. En fait, les épreuves, elles ne s'arrêtent jamais et donc il faut savoir que le TDAH, ça peut être considéré comme une épreuve aussi, mais quand tu as une épreuve, c'est une chance, en fait, de te rapprocher d'Allah, de lui l'invoquer, de lui demander et cetera. Et que même si tu as tous les outils, tu t'es réconcilié avec toi-même, tu as guéri ton enfant intérieur, tu as tout fait en fait, tu as fait toutes les thérapies, tu as fait tous les trucs mondains, voilà, tu as tout fait, tu auras quand même des épreuves en fait. Et donc, ne pas attendre, et ça franchement c'est un conseil, mais je le dis et peut-être que les gens ils me disent ouais ça va te desservir et tout, mais c'est hyper important de le savoir. Peu importe l'accompagnement que tu vas prendre, peu importe la thérapie que tu vas suivre, peu importe ce que tu vas faire pour évoluer et tout et attention, je dis pas que c'est au contraire, c'est super important, on évolue, on chemine, on s'améliore et cetera. Bah, ça va pas supprimer les épreuves et donc le fait d'être dans l'acceptation du TDAH et des épreuves, moi je trouve que c'est le premier pas à faire et déjà si tu as fait ça, c'est bon, en fait. Quand tu as accepté que tu as une différence, une neurodifférence, un trouble neurodéveloppemental, que tu l'acceptes, que tu essayes de vivre avec, tu acceptes l'épreuve que tu essayes de vivre avec, pour moi, c'est la clé. Et je sais que c'est difficile, hein, je dis pas que c'est facile, moi ça m'a pris du temps aussi. Et je chemine encore. Parfois encore, je me dis, oh, franchement, c'est galère et tout. Mais ça fait partie du cheminement et ne pas vouloir qu'il y ait plus d'épreuves, tu vois? Mm. Je Parce que pense que c'est ça. parfois, ouais, vas-y. Ouais, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force, tu vois, parce que quand tu dis dans l'acceptation, tu vois, c'est d'accepter en fait les souffrances et les épreuves qui vont arriver. Ça veut dire que j'ai maintenant conscience que je vais avoir telle souffrance, je vais avoir telle épreuve et qu'en fait j'ai les clés maintenant pour faire face à cela et ne pas tomber dans le fatalisme de oh, purée, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. et tout. Non, c'est que Exactement. justement, on a un Dieu qui fait pas les. En fait, en plus, Allah il dit je ne vous donne pas quelque chose dont vous n'êtes pas capable de surmonter, en Exact fait. Subhanallah. exactement. Et en fait, quand tu as, c'est très compliqué parce que c'est neurologique, il y a la dopamine qui rentre en compte, la sérotonine et cetera. Donc je sais que c'est chimiquement compliqué, mais quand tu fais les causes, quand tu es dans l'acceptation et que tu ne restes pas dans le cercle vicieux de: «J'y suis pas arrivé, enfin j'ai pas réussi à faire telle ou telle chose». On va dire c'est lié au TDAH, OK. J'ai pas réussi, en fait, j'y arriverai jamais. Non. C'est ça qu'il faut pas dire. Ah oui. Tu vois? Il faut pas dire que jamais j'arriverai, jamais je réussirai, jamais non. Surtout et ce qui nourrit un peu ça, c'est que quand tu as un TDAH, bah, en fait, toute ta vie, tu l'as eu, donc tu es né avec, déjà, c'est important de le dire. C'est pas quelque chose, que tu as à 30 ans ou à 20 ans, non. Tu nais avec et donc tu as eu toute ta vie cette différence, le fait, d'être, inattentive, le fait et du coup, tu as subi des critiques, même si tu as eu de bonnes notes. Et même si tu as eu ces critiques, tu vois? Mais moi, j'étais bavarde, mais bavarde comme jamais et je pense, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de grandir au Maroc parce qu'au Maroc, dans l'école marocaine, quand tu as de bonnes notes, tu peux bavarder, c'est pas grave.
c'est vrai en plus. Je me rappelle même d'une enseignante qui disait: «Mais regardez, Khawla, elle bavarde, mais elle a de bonnes notes, bah, faites comme elle». Genre, bavarder, c'est pas grave, mais faut Ayez des bonnes notes. travailler, tu vois? Ouais. Donc en fait, j'avais le fait que j'ai eu de bonnes notes, ça m'a fait, j'ai glissé entre les mailles. Mais du coup, tu as des difficultés, tu veux te concentrer, tu veux suivre le cours. En plus, j'adorais les apprentissages, donc ça m'a aidé aussi. J'adorais les maths, j'adorais la physique, ça me fascinait, j'aimais apprendre. Mais malgré ça, j'aimais, je voulais suivre et j'arrivais pas. Donc je bossais à la maison et même à la maison, je perdais le fil et tout, mais j'avais cette envie, tu vois? Pas tous les enfants ont cette passion Mhm. et donc quand l'enfant, il y arrive pas, c'est qu'il le fait pas exprès. Donc imagine un enfant qui a des difficultés, qui le fait pas exprès et qui en plus, on lui dit: «Non, mais toi, tu arrives pas à faire, nanani, tu suis pas, tu écoutes pas, mais toi, tu es toujours comme ça, nana». Déjà que lui, il fait des efforts de ouf et que derrière, il a des critiques de ouf. Donc comment il va grandir, en fait? La confiance en lui, comment elle va être? Et donc forcément, ces adultes-là qui sont non diagnostiqués aussi, tu vois? Quand toi aussi, tu as vécu ça et tu as eu des critiques et que nanani, que tu t'es suradapté et cetera, forcément, tu as du mal à croire en toi. Tu as du mal à te dire: «J'y arriverai» et tout. Et franchement, moi, je dis tout le temps à mes clientes, après peut-être un jour elles auront un déclic. Il y en a qui ont eu des déclics, walhamdoulilah. Si tu crois pas en toi, crois en Allah, tu vois? Tu pas besoin de croire en toi. Mhm. Parce qu'on parle tout le temps de confiance en soi, mais nanani, estime de soi et tout. Alors c'est bien, hein, voilà, je dis pas que c'est pas bien, au contraire. Mais si tu y arrives pas, genre vraiment, parce que moi ça a été le cas, hein, et quand je le disais, on me croyait pas. J'ai pas confiance en moi, j'ai un doctorat, j'ai pas confiance en moi. Et en plus, à chaque fois, «Mais oui, mais pourquoi? Comment ça se fait?» Je dis: «Mais je sais pas en fait, je savais pas d'où ça venait». Mais à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose, je me disais: «Mais non, j'y arriverai pas» et cetera. Et c'est à ce moment où j'ai compris qu'en fait, j'avais pas besoin d'avoir confiance en moi. Il fallait juste que je fasse les causes, que je fasse ce que je sais faire, que je fasse les choses et après je me détache du résultat. Quand j'ai compris ça, c'est là où j'ai commencé à entreprendre. Ouais. T'as tout compris. T'as tout Mais ça m'a pris du temps, hein. C'est pour ça que je le transmets, je le répète tout le temps et je le dis vraiment tout le temps à mes clients. Je leur dis: «Tu pas besoin d'avoir confiance en toi parce que si tu attends d'a tu peux te répéter les phrases: "Je suis génial, je suis une", enfin les trucs de déverso. compris. Ça peut marcher pour quelques-uns, mais voilà, je crois que c'est pas, ça dure pas dans le temps. Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'on a eu la chance d'être croyants, tu vois. Parce que tu vois, Ouais, regarde, nous, on fait les invocations du matin, on fait les invocations du soir, on va prier, on va avoir cette rencontre avec Allah 5 fois dans la journée. Et du coup, en fait, t'as pas besoin de se dire, ouais, je suis la meilleure, ouais, ceci. Non, t'as juste dit, ya Allah, je viens en tant que faible, te demander la force, quoi, tu vois, et tout. Et je pense que c'est ça qui est la beauté et qu'il faut vraiment prendre conscience que tu vas voir des personnes réussir à faire des choses, tu te dis, mais comment ils font? Alors que subhanallah, c'est juste Allah, il donne à qui il veut, il donne la puissance à qui il veut, il donne la force à qui il veut, il donne le gouvernement à qui il veut, et que juste on fait les causes, on fait les efforts, on met les efforts dans ce en quoi on croit, et après on laisse les résultats à Allah subhanahu wa ta'ala. c'est Donc, ça. Non, mais après, quand tu dis: «Tu es la meilleure», je sais pas s'il y a quelqu'un qui se dit ça, j'y crois pas. Mais franchement, quand quelqu'un pense qu'il est le meilleur, bon après, ça peut exister, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que en fait, c'est vrai que sur les réseaux, on a cette image, tu vois? Les gens, ils vont te partager ce qu'ils veulent. Moi, par exemple, déjà, je montre pas mes enfants, mais si, par exemple, mais je parle, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, quand une maman te partage, voilà, elle sensibilise, elle est coach parental, elle te donne des conseils autour des enfants et cetera. Pour celles qui montrent leurs enfants, elle va te montrer ses enfants souriants et tout et tout. Et les gens, ils disent: «Ouais, mais elle montre que» oui, mais en fait, quand son enfant va être en crise, va être en pleurs, est-ce que tu penses que ton fils est en crise, en pleurs, toi, tu vas penser: «Je vais prendre mon téléphone, attends, je vais partager», mais tu y penses même pas, en fait, tu veux juste calmer la crise, tu veux juste l'aider, accueillir ses émotions et cetera. Tu même pas, tu penses à aller prendre une photo et la partager quand tu es bien, quand tu as rien et quand, voilà, tu veux même nos photos, en fait, dans le téléphone, je crois, je sais pas si quelqu'un a des photos de son enfant en pleurs en crise. Tu as que des photos, tu fais la pause et tu prends des photos.
En fait, et il y a trop cette image parfaite de la maman parfaite, de la maison parfaite, du truc, qu'on tombe dans ce piège. Il faut pas tomber dans ce piège. Tout le monde galère, tout le monde a des Ouais. épreuves et tout le monde mais chacun son épreuve, en fait. Si toi, tu as une épreuve dans l'argent, l'autre a une épreuve dans les enfants, l'autre a une épreuve dans mais chacun ses épreuves et il faut pas idéaliser. Non, mais moi, tout est mal dans ma vie, mais regarde elle, elle fait La comparaison, ouais. tu ne Ça sais tue. pas, en fait, tu ne sais pas ce qu'elle vit cette personne et tu ne sais pas elle a pas envie de partager son épreuve. Elle a pas envie de te dire, ses souffrances et tout. Elle va pas, le dire juste pour que tu te dises: «Ah oui». Non, il faut le savoir, en fait. Il faut être conscient que les réseaux sociaux, ça reste des réseaux, ça reste, un média, ça reste les gens, ils partagent ce qu'ils veulent et il faut pas idéaliser les gens. Mhm. Justement, on arrive à la fin de notre podcast. Machallah, on peut parler des heures On avec parle toi. trop, oh là là! On arrive à la fin de notre podcast et à la fin, on demande quel est le verset qui justement t'a motivé toute ta vie, t'inspire, te donne la foi et le courage de continuer dans les épreuves, etc. Je sais que OK, toutes les sœurs à qui je pose cette question, mais maman, il n'y a pas qu'un seul verset. Je fais oui, mais on a un ouais, podcast. D'accord. c'est ça. Du coup, Faut en choisir un. ouais. Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, enfin depuis toujours, je sais pas pourquoi, mais même quand j'allais à la mosquée et que c'était récité, j'aimais bien. Alors attends, je commence dans ma tête le début. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Et après, il y a toute l'invocation ربنا آتنا et en fait, euh, ça, ça, à chaque fois que j'entends ça, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, c'est que quand Allah te donne une épreuve, c'est que tu es capable de la surmonter. Et à chaque fois, en fait, que tu es là, tu galères, tu te dis mais comment je vais faire et tout. Et quand tu lis ça, tu restes ça ou tu le lis, tu te dis bon, je suis capable de le faire. C'est que Allah, il te le dit, tu vois, c'est une certitude. Et c'est là où je parlais de la confiance, en fait. Tu n'as pas confiance en toi, mais tu peux avoir confiance en lui. Et parce qu'il te le dit, en fait. S'il t'a donné une épreuve, c'est que tu es capable de la surmonter. Et surtout, quand j'ai rencontré des sœurs, Allahumma barik, vraiment, mashallah, elles ont eu des épreuves de fou. Je me dis, mais moi, jamais j'aurais pu surmonter une épreuve comme ça. Comment? Et je dis, ben Allah, et voilà, il me l'a pas donné parce que je suis incapable. Et quand je lui parle, je lui dis, ben, en fait, c'est que tu es capable, en fait. C'est Allah, et il leur donne la force. Mashallah. Et du coup, c'est le verset Qui t'inspire, qui te donne qui m'inspire. ouais, et Ouais. ben, justement, on va finir sur ce verset et on va dire à toutes les sœurs qui nous écoutent et qui doivent surmonter des épreuves et qui se disent mais comment je vais faire, ben, réfugiez-vous auprès de ce verset qui nous rappelle vraiment que Allah il ne donne pas une charge qui est supérieure à nous et que il que c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on endure et qu'on soit patient parce qu'en fait il y a une sagesse derrière cette épreuve et on donne toute la force à celles qui sont dans une épreuve et qui ne voient pas le bout. On ne vous oublie pas dans vos duha. Ne nous oubliez pas aussi dans vos duha. En tout cas, Raoula, c'était un magnifique moment de partager avec Avec toi la ce fille. moment-là. Du coup, je vais remercier à toutes celles qui nous ont tagué Raoula pour qu'on l'invite à C'est notre, vrai! J'ai pas suivi, bah écoute, barakallahu fikunna. qui nous a tagué, parce que dans le défi du podcast, on avait dit voilà, taguez-nous les personnes que vous aimeriez voir derrière notre micro. Et franchement, je te connaissais pas, mais c'est un vrai plaisir d'avoir pris ce temps et d'échanger. Et ce que je trouve que c'est beau, c'est ces moments de partage, parce qu'en fait, en découvrant l'histoire de l'autre, bah, comme tu as dit, bah, sur Instagram, on partage pas nos vies, etc. Mais Bah oui, le fait d'échanger, bah, on découvre un peu plus ta personnalité, on découvre un peu plus ton parcours, on découvre un peu plus de la belle personne que tu es, machallah. Vous la barakallahu. voyez pas, vous allez juste entendre sa voix, mais moi je la vois avec son sourire, machallah. Une vraie lumière, machallah, qu'Allah te préserve, qu'Allah te donne la force dans l'éducation de tes Amin. enfants et que un plaisir de te revoir, pourquoi pas dans le podcast pour Ah bien sûr, avec grand plaisir. à notre échange, Inch'Allah. En tout cas, Barkalofik, les filles, n'hésitez pas à partager l'histoire de Raoula, si elle vous a plu, si elle vous a
inspiré. N'hésitez pas à partager aux mamans qui ont besoin d'entendre ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui autour des TDAH, PI, j'oublie pas. TDAH, HPI. Oui, parce qu'en fait, c'est le TDAH et le HPI. Donc, bon, il y a un H entre les deux. Donc, j'ai mis TDAH, HPI, mais c'est pour dire les deux neuroatypiques. Du coup, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, Raoula n'accompagne que les mamans, de ce qu'elle m'a expliqué, elle n'accompagne que les mamans, elle n'accompagne pas les enfants. Du coup, Oui. normalement, on a interviewé quelqu'un, on a interviewé une autre sœur aussi qui s'occupe des enfants. Du coup, voilà, Raoula, c'était un réel plaisir qu'elle te donne le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve demain pour un autre podcast avec une autre invitée, Inch'Allah. Et Raoula, comment on peut te retrouver? Dis-nous. Alors moi, je suis sur Instagram et un peu sur TikTok avec le pseudo enfant atypique tiré du bas en TDAHPI. Bon, j'ai un site internet, mais vous pouvez avoir accès dans ma bio. C'est enfantatypique.com. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez toutes les informations. Je les remettrai dans la barre d'informations. N'hésitez pas, comme on dit, à liker, à partager, à commenter pour nous donner de la force et d'avoir la chance et l'opportunité de rencontrer de belles âmes comme Raoula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.